Lorsque le thème de cette journée fut évoqué au sein de la petite équipe Histoire coloniale et postcoloniale, j'ai immédiatement pensé il faut remonter loin, très loin dans l'histoire de la présence française outre-mer. Loin, la guerre d'Indochine? Non, plus en amont encore. Je ne vous apprendrai évidemment rien en affirmant d'emblée que les violences n'ont pas commencé avec la guerre d'Algérie. Paraphrasant une formule certes polémique de Robert Bonneau, que vous connaissez tous, que vous avez tous forcément en tête, formule de Robert Bonneau, l'habitude de torturer date du moment où il y a eu en Algérie des indigènes et des forces de l'ordre, des bicots et des flics. J'affirme, donc je paraphrase, l'habitude d'abattre à vue date du moment où il y a eu en terre coloniale au pluriel des indigènes et des forces de l'ordre. Bien sûr, toute généralisation serait abusive. La pratique des exécutions sommaires ne fut systématique que durant les phases d'affrontement entre occupants et occupés, entre maîtres et indigènes, mais ce que est déjà en soi un drame. Dans cette salle où nous entendrons souvent prononcer une date fatidique, 1957, je me propose de vous parler d'abord d'un fait remontant à 1857, un siècle avant la mal nommée bataille d'Alger. 1857, donc, le 6 août de cette année, commence à Oran un singulier procès. Singulier car l'accusé principal est un officier français, le capitaine Doisneau. Son crime serait sans doute passé inaperçu s'il n'avait, en même temps que l'agha Mohamed Ben Abdallah, tué un Français, M. Valette, qui s'apprêtait, semble-t-il, à mettre à jour certains de ces trafics. Durant le procès furent évoquées bien d'autres facettes de la situation coloniale. Première audience. Citation. Monsieur le Président, un sergent du 34e a été attaqué par des indigènes dans l'hiver de 1856. On vous a amené les coupables. Que sont devenus ces hommes? Doisneau. Il m'a été ordonné de les faire disparaître et j'ai obéi. Monsieur le Président, qu'entendez-vous par faire disparaître? Doisneau. Fusillé par le GOUM, comme tous les indigènes qui attaquent des soldats français. Monsieur l'avocat général, ainsi ces hommes ont été fusillés sur votre ordre immédiat, sous vos yeux et par un acte de votre seule volonté. Doisneau, je n'ai rien fait de mon propre mouvement. Je n'étais pas l'autorité qui commande, mais le bras qui obéit. Des ordres m'ont été donnés, je les ai exécutés, rien de plus. Au passage, on aurait retenu cette formule « je n'étais pas l'autorité qui commande, mais le bras qui obéit », que l'on pourrait qualifier de pré-ossarécienne. Le procès reprit le lendemain. Le président, reconnaissez-vous avoir fait ainsi procéder sans jugement à des exécutions? Doisneau, les ordres que je recevais m'y autorisaient. Monsieur l'avocat général, étaient-ce des ordres écrits? Doisneau, non, des ordres verbaux. Le général Cousin-Montauban, commandant de la division d'Oran, son supérieur hiérarchique, fut interrogé comme témoin sur ces pratiques. Il répondit, mi-naïf, mi-cynique, citation, « Quand on avait fait des prisonniers importants, j'ai donné les ordres de ne pas les laisser s'échapper. Voici comment on rendait compte de ce qui se passait dans ces circonstances. Les prisonniers ont voulu s'échapper, on a tiré sur eux, ils ont été blessés ou tués. » Citation d'août 1857. Autre fait algérien, malheureusement, celui-ci non daté. Selon le témoignage d'Augustin Bernard, historien bien connu de l'époque coloniale, Alexandre Dumas aurait rapporté une expression un peu obscure. Citation, « Lorsqu'un indigène lui paraissait dangereux, un capitaine avait coutume d'appeler ses cavaliers et de leur dire, en portant sa main à sa gorge, « Conduisez cet homme au café mort ». Cela signifiait qu'il fallait le faire disparaître. Malgré nos recherches, nous n'avons pu trouver d'autre utilisation de cette curieuse expression, ni d'ailleurs d'informations sur sa signification, à moins qu'il s'agisse d'un jeu de mots sordide, morbide, sur l'ambivalence de la sonorité mort, M-O-U-R-E, mort, M-O-R-T. Mais il n'y eut pas que l'Algérie. Parfois, la presse laissa passer des formules qui, s'il s'était agi de guerre normale, c'est-à-dire entre blancs, auraient suscité la réprobation. En 1892, lorsque les troupes du colonel Dodds affrontèrent Béhanzin et ses célèbres Amazones, on put lire dans Le Matin, 6 décembre 1892, les prisonniers dahoméens étaient immédiatement interrogés. Ceux qui donnaient les renseignements sur le pays ou les positions ennemies étaient soignés s'ils étaient blessés, puis évacués vers la côte. Ceux qui refusaient de répondre étaient immédiatement fusillés. Lors de la conquête de l'Indochine, le capitaine Gosselin, qui d'ailleurs approuvait ces méthodes, témoigna, citation, « Les exécutions immédiates terrorisaient le parti rebelle et nous procuraient souvent des renseignements très précieux. Le colonel commandant la brigade avait laissé au capitaine l'instruction suivante, citation à l'intérieur de la citation, « En général, recevez toujours trop tard l'ordre de diriger sur Hué, un chef rebelle prit les armes à la main. » En décembre 1897, une courte insurrection au Tonkin, nord du Vietnam, est marquée par l'attaque d'un poste de miliciens. Un Français de Haiphong est assassiné. Témoignage de Charles Lemire de Villiers, ancien gouverneur général de la Cochinchine, citation de Lemire de Villiers, « En représailles, plusieurs centaines d'insurgés furent décapités.
sans jugement, sans même une constatation d'identité. L'affaire rendue publique par la presse de métropole fit quelques bruits, puis fut oubliée. En 1907, le député radical Louis Puech dénonça l'assassinat en Guinée française d'Ibrahima Foukoumba, le chef le plus puissant et le marabout le plus vénéré de tout le Fouta de Jalon, fait prisonnier. L'administrateur sur place, bien embarrassé, prit la décision la plus simple à ses yeux, l'éliminer. Le député cite, donc à la tribune, je vous ai dit la date tout à l'heure, le député cite le compte-rendu envoyé à la hiérarchie. Citation. « Dans l'impossibilité de le transférer à Conakry et craignant une tentative d'enlèvement, je l'ai fait juger par les anciens, condamné, lui et sa famille, à la peine de mort. Il a été exécuté aujourd'hui. Il s'en est suivi, j'attire votre attention sur la phrase qui suit, il s'en est suivi sans qu'on puisse bien démêler pour quel motif précis 7 ou 8 autres exécutions accomplies par nous naturellement. » Fin de citation. Le député poursuit alors son récit ponctué de nombreux exemples d'exactions, dont d'autres exécutions sommaires durant plusieurs jours. 20 ans plus tard, lors d'un autre débat parlementaire, le député de Cochinchine, Ernest Outret, pourtant lui aussi un pilier du parti colonial, se plaignit également de cette pratique. Il accusa M. Sabatier, administrateur des services civils, d'avoir ordonné à des miliciens d'exécuter un prisonnier. « Si tu ne veux pas le tuer, citation, si tu ne veux pas le tuer, je te punirai à ton retour. Pour le tuer, tu lui diras de s'éloigner pour faire ses besoins. Et quand il sera éloigné, tu le fusilleras en disant qu'il s'est sauvé. » Chambre des députés, 18 mars 1927, consultable sur le journal officiel. En 1931 a lieu, dans le centre du Vietnam, un soulèvement populaire dit Soviet d'une Guetine, dirigé par les communistes. Le 29 mai, 8 coulis anamites sont froidement abattus par les légionnaires en représailles à la mort d'un sergent. Un crime parmi d'autres. Pourtant, celui-ci donna lieu à un procès qui commença à Hanoï en juin 1933. Lors du procès, l'un des accusés, un nommé Layon, se défendit en se retranchant, chose connue, derrière les ordres. Citation. Lorsqu'un indigène arrêté se refusait à répondre, les inspecteurs de la sûreté avaient donné l'ordre de tuer. Au président du tribunal, qui lui opposait l'absence de traces écrites de ces allégations, Layon répondit « Les chefs avaient soin de ne donner que les ordres verbaux. » On retrouve le même adjectif. « Qui donnait ces ordres ?» interrogea le président. Mais, citation du témoin Layon, mais tous les officiers, les résidents, le gouverneur général Robin, les ministres anamites, pour éviter l'encombrement, ont tué des prisonniers tous les soirs, surtout des innocents. Un autre légionnaire, Van Bergen, ajouta à l'horreur une précision arithmétique, citation, « Nous devions en tuer 9 sur 10. » Ça se faisait dans tous les postes. On imagine, donc là on est à l'apogée du système colonial, on imagine que le contexte plus violent encore de la décolonisation a amené des pratiques qui se sont encore développées, multipliées. C'est d'ailleurs à ce moment que naît l'expression même de corvée de bois, devenue tristement célèbre. Tous les sites Internet consultés citent la guerre d'Algérie comme lieu d'apparition de la formule. C'est une erreur. C'est pendant la guerre d'Indochine qu'elle a été utilisée pour la première fois. Pierre-Henri Simon, dans Contre la torture, l'avait pourtant signalé, 1957, citation de Pierre-Henri Simon. L'expression vient des anciens de la guerre d'Indochine. On conduit le prisonnier dans la campagne, on lui dit « Tu es libre, va-t'en ». Il se sauve, on l'abat d'une rafale. Au rapport de l'unité, on déclare « tué dans une tentative d'évasion ». Donc, guerre d'Indochine. Après la signature de l'accord de Genève, une commission mixte franco-vietnamienne examina, entre autres, le problème des prisonniers de guerre des deux camps. La partie française ne put obtenir de renseignements convaincants sur de nombreux dossiers. On sait que beaucoup de ces prisonniers ne revinrent pas des camps Viet Minh, mais qu'en fut-il des prisonniers vietnamiens? Le 11 mars 1955, le général de Beaufort, je ne cite d'ailleurs que des témoins du côté, des forces coloniales ou du parti colonial, le général de Beaufort, chef de la mission française auprès de la Commission internationale chargée de contrôler l'application de l'accord de Genève, écrit au dernier commandant en chef en Indochine, le général Elie. Citation. « Le nombre de prisonniers de guerre indochinois décédés ou exécutés dépasse au total 9000. Les conditions d'inhumation de ces détenus ont été défectueuses puisque 2080 tombes seulement ont pu être identifiées, soit un différentiel de 6920 noms de prisonniers décédés ou exécutés selon la formule. En quelques minutes, nous sommes donc passés de l'Algérie de 1857 à l'Indochine de 1954. Mais pour terminer sur une note
moins sombre, on peut signaler quelques beaux traits d'humanité. Ce sera dans ma contribution écrite. Citation, par exemple, je vais vous en passer une. Je reprends une citation d'un officier de l'armée coloniale en Indochine, le colonel Jacques Swan, que beaucoup connaissent peut-être. Il a été en Algérie par la suite. Citation du colonel Swan dans son livre de mémoire. Je confie 2 guérilleros, donc des prisonniers vietmines, à un sergent. J'entends un coup de pistolet, un seul, gifler l'air, derrière une paillote. Je bondis. La corvée de bois, mon capitaine, la corvée de bois. Il n'y a que ça qu'ils connaissent. Un premier corps est étendu. Le sergent tient le pistolet sur le front de l'homme. Parle, ou tu lui postes comme ton copain. Hong Biet, je ne sais rien. Je fais sauter, donc c'est Swan qui parle, je fais sauter le pistolet et bouscule le sergent, abruti. Il est définitivement impossible de quantifier ce phénomène que l'on pourrait appeler désobéissance éthique ou plus simplement comportement humain. Si l'on est optimiste, on dira que ces sous-officiers et officiers ont sauvé l'honneur de l'armée française. Mais si l'on est habitué à étudier les textes de l'époque coloniale, on se dit que ce type de courage fut sans doute rare. Je vous remercie.